Alors, la question le titre de ce numéro, c'est les industries des images en Asie de l'Est, entre mondialisation et identité locale, où on passe en revue Chine, Hong Kong, Corée, Japon, Taïwan. Donc, ça peut sembler un projet extrêmement ambitieux, hein. Et je vais essayer de le replacer dans un contexte d'une réflexion qu'on avait menée, que j'avais menée antérieurement sur la question aussi des industries culturelles et des industries créatives, et qui ne portait pas nécessairement sur l'Asie, puisque Bernard Thoman a rappelé évidemment que mon aire de prédilection culturelle était l'Union soviétique qui a disparu, donc je travaillais après sur d'autres objets que le cinéma soviétique. Et donc, j'avais, dans un précédent travail publié il y a quelques années sur la question de la professionnalisation et des métiers, déjà envisagé cette problématique de comment on fabrique un film sous tous ses aspects. Et à cette occasion, j'avais dressé une carte que vous voyez ici, qui est une carte du monde. C'était un peu compliqué. On avait fait ça avec un chercheur qui était établi en Norvège. Et grâce à Internet à l'époque, il y a une dizaine d'années, on avait pu dresser une carte des flux de production audiovisuelle. Donc, je la mets ici parce qu'elle me semble un peu significative du débat qu'on veut initier aujourd'hui à la Maison franco-japonaise. Parce que quand on parle de cinéma, on parle souvent d'un rapport à l'imaginaire et on se demande où est cette demande d'imaginaire, parce qu'un film en appelle un autre. Aujourd'hui, il y a des milliers de films qui sont produits. Dans l'histoire du cinéma, depuis un siècle, il y a eu des dizaines et dizaines de milliers de films. On s'en souvient peut-être d'une bonne dizaine, j'exagère peut-être un peu, mais de films emblématiques, que ce soit du cinéma russe, du cinéma japonais ou du cinéma américain ou français. Mais globalement, cette industrie produit et produit. Donc, elle peut des fois apparaître comme une activité superflue, hein, et en même temps, c'est une activité économiquement utile puisqu'elle génère des réseaux, des infrastructures, des salles, des festivals. Donc, comment rationaliser toute cette production artistique, hein? Comment identifier les besoins, d'autant plus qu'au départ, si on parle simplement du cinéma, il n'était pas acquis qu'il ait un grand succès. Il était voué d'ailleurs à un certain échec à la fin du 19e siècle, et qu'aujourd'hui, on est face à des contraintes à la fois industrielles, financières, pour essayer de comprendre comment cette activité est devenue à la fois complexe, onéreuse, mais aussi indispensable. Donc, cette carte montre déjà des déséquilibres, si vous voulez. On voit souvent, quand on parle de la mondialisation hollywoodienne, on parle donc des États-Unis, et on voit que quand même les États-Unis, il y a donc cette carte date des années 90, au moment de la chute de l'URSS. J'en montrerai une beaucoup plus récente tout à l'heure. Cette carte montre effectivement que les États-Unis produisaient, il y a 30 ans, 25 ans, à peu près 350 films par an. Et si on compare avec le Japon, la Chine et l'Inde, on est très très loin. Donc l'hégémonie ne semble pas américaine, elle semble plutôt déjà du côté asiatique, hein. Donc ça avait amené, disons, cette réflexion à réfléchir qu'est-ce qui se passe du côté de l'Asie. Pas uniquement parce que je travaille à la Sorbonne Nouvelle et que chaque année, on a pas mal d'étudiants aussi asiatiques qui font des mémoires ou certains même des thèses sur leur cinématographie respective ou sur des questions d'audiovisuel d'ailleurs. Donc la question était de comprendre ce déséquilibre entre une hégémonie soi-disant américaine et finalement une hégémonie aussi asiatique, tout pays confondu ici, d'autant plus qu'il y a des zones qui sont complètement vierges, comme vous voyez l'Afrique, où apparemment il n'y a pas de production de films, ou très peu, ce qui est d'ailleurs faux, hein. Il suffit d'aller au FISPACO au Burkina Faso, qui a lieu tous les 2 ans, et on voit qu'il y a une production africaine assez dynamique aussi, mais assez peu distribuée ou diffusée sur d'autres réseaux. Donc la question était de comprendre ces questions vues d'ailleurs, pas uniquement vues d'une perspective franco-française, mais en croisant des regards, et de voir que si effectivement les États-Unis, depuis la fin des années 30, depuis l'après-guerre, ont été capables de réinvestir plus de 50% de leur production sur des marchés autres que le marché américain, par exemple un film comme Titanic, qui est un film très emblématique de James Cameron, à sa sortie est vu aussi bien à Hong Kong qu'à Tokyo, qu'à Paris ou qu'à Buenos Aires. Ce qui n'est pas le cas pour un film japonais, sauf Palme d'Or à Cannes et encore, un film chinois
ou un film coréen. Donc là, il y a effectivement un certain déséquilibre entre la production de la fiction, l'enjeu de cette diffusion, la manière de les voir, les pratiques diversifiées de consommation d'images aujourd'hui dans le monde, entre des écrans qui restent hégémoniques. Par exemple, on va en Grande-Bretagne, aujourd'hui, indépendamment du Brexit, à Londres, 90% de films américains sont montrés pour 10% de films européens ou autres. Paris a une place toujours un peu exceptionnelle dans le monde, puisque ça a toujours été un lieu de passage où on voit à peu près tous les films et toutes les cinématographies du monde à l'occasion de festivals, etc. Donc, il y a de ce point de vue-là aussi une grande diversité entre les films mainstream d'origine populaire ou commerciaux qui ont souvent des bonnes diffusions, entre les blockbusters américains et les autres, et puis le cinéma d'auteur qui de plus en plus est relégué à des festivals spécifiques ou des fois pose des problèmes pour être vu. Je me souviens, pour avoir vécu un peu à Tokyo, que c'est assez compliqué pour voir des films expérimentaux ou des films d'auteurs particuliers. On les voit à l'occasion d'un festival spécifique, mais en général, c'est compliqué. Pourtant, on voit que le cinéma a un succès évident dans le monde, pas en termes uniquement de production, mais aussi en termes de public, et que même des sociétés démunies, comme l'Inde, dont je parlerai un petit peu, puisque un premier travail que j'avais fait avec une autre équipe sur Bollywood pour déconstruire la notion de Bollywood a prévalu pour réfléchir aussi et continuer ce travail sur les industries de l'image en Asie de l'Est. Quand on voyage en Inde et quand on travaille en Inde, on est assez surpris de voir le succès écrasant du cinéma. Donc le cinéma concerne aussi les sociétés les plus démunies, pas uniquement les sociétés prospères ou riches comme la société japonaise, mais en Inde, où le taux moyen du pouvoir d'achat est $1 par jour, en milieu rural, on regarde des images et on voit du cinéma en milieu rural en Inde. Donc c'est à la fois un rapport à cet imaginaire qui est constant et qui suppose que le cinéma n'est pas non plus un acte individualisé, mais un acte collectif dans sa demande, même si sa demande n'a pas de réalité en soi, on pourrait dire, et qu'un besoin de film construit de nouveaux besoins de films et de nouveaux supports. Donc l'idée de ce numéro sur les industries des images en Asie de l'Est visait à comprendre effectivement comment le cinéma fait prospérer aussi de nouveaux supports, j'en parlerai un peu dans la conclusion de ma présentation tout à l'heure, autres que les chaînes cinéma et autres, et qu'en même temps, les salles de cinéma n'ont pas disparu, même si elles ont des avenirs un peu sombres dus aujourd'hui à la pandémie, parce que le cinéma en salle répond toujours à des besoins irréductibles et qu'on a toujours une grande partie d'un public qui continue en salle, même si ce public n'est plus le même ou a évolué dans toutes les sociétés industrialisées, du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, après l'arrivée de la télévision à la fin des années 50-60, et a constitué effectivement un nouveau rapport à la demande de cinéma. D'ailleurs, dans le numéro, un certain nombre d'articles sont aussi consacrés effectivement à la circulation des images vues du point de vue de l'audiovisuel et de la télévision, notamment la circulation des séries coréennes qui ont un très grand succès, et pas uniquement en Asie, puisqu'on les retrouve en Amérique latine et ailleurs. Donc on voit que le cinéma, depuis le tournant des années 90, a été vraiment bouleversé par l'irruption des nouvelles technologies, pas uniquement en Asie. L'Asie avait une part importante, puisque le Japon des années 80-90 n'est plus le même aujourd'hui et n'est plus dans cette bulle spéculative financière qui faisait qu'il avait été le fer de lance, je dirais, des industries culturelles dans l'ensemble de l'Asie, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et si maintenant, c'est le but de cette fiche PowerPoint, de ce que vous voyez à l'écran, qui est de montrer par rapport à la carte que je vous ai présentée il y a 5 minutes, c'est de montrer comment on peut reconfigurer cette carte sous une autre forme. Là, c'est sous forme d'un camembert un peu sommaire, où on voit ici la part de marché, non plus la part de production des films. Et si on voit la part de marché, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, enfin ces 20 dernières années, le marché est quand même inversé. Il est globalement anglo-saxon, américain, australien, canadien, et l'ère post-Brexit a renforcé cette anglophonie,
que l'Europe est un peu une part diminuée, 30%, le Japon aussi une part diminuée, et que finalement le cinéma n'est pas l'enjeu principal par rapport à ce qu'il avait pu être dans les années 30-50, à l'ère des grands studios qui ont ensuite périclité, pas uniquement au Japon, mais aussi aux États-Unis après les années 70 et au Japon après les années 60. On voit que le marché mondial, qui représente plus de 350 milliards de dollars en termes de software, c'est-à-dire de production d'équipements, mais aussi d'infrastructures, de logistique économique et de production de films, a une croissance constante de 5% annuellement, mais où le marché de la télévision représente la plupart des grandes ressources actuelles. Donc voilà le camembert qui représente la carte, qui synthétise ce que j'ai dit, et on peut le représenter encore sous un autre pôle, où on voit finalement dans le monde cette globalisation audiovisuelle se dessiner sur 3 plans. Un pôle américain, dont j'ai parlé, qui est assez hégémonique toujours, un pôle européen en termes de télévision publique, un pôle asiatique, où j'ai inclus ici aussi l'Inde, et on voit que c'est globalement des grands groupes multimédia aujourd'hui qui gèrent ces logistiques audiovisuelles, comme on l'a un peu montré aussi dans ce numéro à propos de l'Asie, où chaque ancien studio américain, qui sont aujourd'hui devenus un peu des studios patrimoniaux, il suffit d'aller à Los Angeles, les grands studios comme la Paramount ou MGM produisent majoritairement pour la télévision, mais produisent très peu de films. Les films sont délocalisés, produits ailleurs, du fait aussi de la chute ou du déclin du modèle hollywoodien après les années 70. Donc, chaque grand studio, devenu plutôt un musée, est adossé aujourd'hui à des grands groupes multimédia de communication, comme par exemple Viacom, qui est la télévision câblée, CBS ont racheté Paramount, Vivendi en France avait racheté Universal, News Corp, qui était un grand groupe de presse, a acheté le studio Fox, Sony au Japon s'est lancé dans la production filmique après avoir aussi racheté Columbia, et la plupart de ces grands groupes aujourd'hui ne font pas nécessairement de la production filmique. Ils s'occupent plutôt de gérer des droits de catalogue, puisqu'ils rachètent des catalogues, puisqu'ils ont besoin de catalogues de films pour les diffuser ensuite sur leur propre chaîne de télévision, et qu'aujourd'hui, on a à peu près plus de 400 chaînes de télévision, des centaines de chaînes de télévision qui se créent chaque année. Certaines disparaissent, certaines sont très communautaires ou locales, mais on est dans cette configuration où la télévision, d'ailleurs, aujourd'hui, est battue en brèche par l'évolution des plateformes numériques et par les médias sociaux. Mais néanmoins, on voit que c'est le principal pôle de ressources. Et en France, d'ailleurs, la télévision a un rôle essentiel puisqu'elle participe au cofinancement de la production filmique dans le cadre de lois montrant effectivement ces transferts d'un point à un autre, d'un support à un autre, je dirais. Donc le cinéma représente, je dirais, aujourd'hui moins de 10% de l'activité audiovisuelle, et c'est ce qu'on essaye de pointer à propos d'une aire culturelle spécifique qui serait effectivement l'Asie de l'Est. Donc là, j'ai remis des tableaux, c'est un peu peut-être soporifique, mais qui montrent effectivement la part de production et de marché dans les économies locales, où on voit les États-Unis hégémoniques, l'Inde aussi, c'est-à-dire qu'ils produisent essentiellement pour eux-mêmes sur un marché national. La part des investissements aussi dans la production filmique et en fonction de la population. Et puis on voit ici le budget moyen d'un film entre un film américain, un film français, un film allemand, un film indien, etc. Et le découpage de ce qu'est un film produit en France dans sa production entre les différentes aides et les différentes parts, quote-parts, coproduction, télévision, ce qui revient aux distributeurs, etc., etc. J'en passe. Voilà, on termine sur cette carte avant que je revienne donc plus précisément au numéro de théorème sur les industries des images. On termine sur cette carte qui est un peu plus récente, qui date d'un peu moins de 10 ans, et où on voit effectivement ce pôle asiatique toujours hégémonique, avec notamment le Japon, 448, 450 films produits, la Chine, plus de 500, je dirais même beaucoup plus aujourd'hui, et l'Inde qui n'a fait que croître, et où Bollywood n'est que la part réduite, puisqu'elle elle produit moins de 300 films sur les 1200 films produits chaque année en Inde. Les États-Unis ont une croissance, plus de 500 films de fiction produits. L'Afrique existe un petit peu plus ici,
grâce à Nollywood et au Nigeria, mais c'est de la production vidéo essentiellement. La France est aussi en croissance, puisqu'aujourd'hui, elle produit plus de 260 films par an, hein, etc., etc. L'Amérique latine, toujours stable, entre le pôle brésilien, l'Argentine et le reste du monde. Donc, on voit ce monde se partager et utiliser souvent le cinéma, l'instrumentaliser à titre de soft power, je reviendrai là-dessus. On avait déjà évoqué cette notion de soft power, comment on instrumentalise, on utilise l'audiovisuel pour des préoccupations nationales. En faisant ce numéro il y a un peu moins de 10 ans avec ma collègue Monique Dagneau, qui est sociologue à l'École des hautes études, sur Bollywood, l'industrie des images, et ça nous a donné l'idée de continuer avec un autre groupe de chercheurs sur les industries des images en Asie de l'Est pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette région par rapport à un marché important. Mais on n'a pas raisonné uniquement en termes de marché, puisque cette approche est ici pluridisciplinaire. On réfléchit aux industries des images en essayant de les comprendre comme un véritable fer de lance de cette expansion économique de l'Asie, qui connaît des cycles hauts et bas, hein, et où finalement un des acteurs forts qui émerge, et dont on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, est de la Chine, hein, c'est l'ombre émergente du voisin chinois, qui est aussi un grand producteur de films, avec plus de 800 films aujourd'hui par an. Donc, ces industries en Asie se sont développées évidemment au tournant des années 90, il y a déjà plus de 30 ans, et bien que traversées de cycles de crise, elles nous permettent d'apporter une nouvelle grille de lecture à des phénomènes audiovisuels et aussi à partir d'une littérature qu'on a croisée, qui est souvent une littérature locale, pour comprendre comment ce secteur des hautes technologies est concentré autour de principaux pôles urbains en Corée du Sud, à Hong Kong, à Shanghai, en Chine, au Japon et à Taïwan. Donc, l'idée était donc de développer un point d'observation, l'Asie à partir de 4 pôles convergents, et qui est une région beaucoup moins étudiée sous l'aspect des industries culturelles. J'avais d'ailleurs pu le noter quand on avait fait ce travail sur Bollywood, qui avait aussi demandé plusieurs mois de terrain en Inde, et souvent à l'occasion de conférences avec des collègues où on se rencontre pour construire un numéro et un travail collectif et avoir une réflexion collective, qui croisait aussi cette fois-ci des points de vue indiens, c'est que certains de mes collègues, notamment à l'École des hautes études, qui publient des revues sur ces aires culturelles, notamment sur l'Inde, c'est Purushartha, qui est une excellente revue, n'avaient consacré par exemple aucun numéro dans la trentaine de numéros qui existent autour de Bollywood et du cinéma, alors que ce cinéma draine 1,2 milliard de spectateurs, on pourrait dire. Donc, ça m'avait frappé, effectivement, comment souvent la recherche est concentrée sur des objets très spécifiques et pointus et au détriment d'autres questionnements par rapport à ce que représente le cinéma d'un point de vue populaire en Inde, etc. Donc, on a repris cette idée à partir des industries des images en Asie pour aussi déconstruire et essayer de déconstruire cette notion d'Asie, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est une région donc moins étudiée sous l'aspect des industries culturelles et pourtant qui est en proie à des changements significatifs à l'ère planétaire. Je rappellerai qu'un individu sur 6 dans le monde est aujourd'hui asiatique et que sur l'ensemble des 4 zones qu'on étudie ici, on a aussi 1,6 milliard d'habitants. Donc, si on réunit l'Inde et l'Asie de l'Est, on a presque 3 milliards, 2 milliards et demi d'habitants. Donc, c'est une mosaïque de peuples, de sociétés, où même si la Chine a un poids croissant, cette région qui était autrefois qualifiée la région des mers du Sud est marquée aussi par de sérieux antagonismes qui continuent à perdurer et qu'on retrouve entre les traces du colonialisme, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale dans toute la région, bien que cette notion de mondialisation est aussi ancienne. Je rappelais par exemple que l'anthropologue Jack Goody en Grande-Bretagne montrait comment dès le 8e siècle, les Arabes avaient ouvert les premières voies commerciales vers l'Asie. Et on le verra tout à l'heure dans une carte que je montrerai qui renvoie aussi à certains stéréotypes qu'on peut avoir sur l'Asie. Donc, notre travail, modestement, s'est efforcé d'apporter à partir des industries de l'image la production de connaissances un peu nouvelles et de réunir un ensemble de chercheurs pour réfléchir à ces questions, puisque cette région de l'Asie a été l'épicentre de conflits mondiaux,
mais qui ont été aussi ravivés de manière interrégionale et encore aujourd'hui, et que si ces conflits sont la trame de fond de leur histoire respective et leurs querelles, elles n'ont pas empêché, notamment dans le développement de leur coopération, d'évoluer, notamment dans le domaine de la production et de la circulation des produits audiovisuels. Donc là, on voit effectivement comment les modèles professionnels aussi fonctionnent indépendamment des crises politiques ou autres qui peuvent exister. Donc aujourd'hui, ce qui apparaît aussi, c'est une certaine interdépendance de ces pays d'Asie, notamment avec la Chine, qui est devenue un acteur majeur et incontournable, et qui d'ailleurs mise sur cette expansion économique pour assurer un modèle hégémonique en matière audiovisuelle dans la région. Je rappellerai, fin 2020, comment elle a été, l'Asie, bénéficiaire du grand traité de libre-échange qui a été signé et qui représente plus d'un tiers de la population mondiale et 30% du PIB mondial. Donc, on est dans des zones, je bouscule peut-être et j'ouvre des portes ouvertes, mais qui sont des zones d'expansion durable. Bon. Notre idée, donc, était d'ouvrir un autre regard sur cette mondialisation culturelle et essayer de l'examiner aussi d'un point de vue comparatif. Est-ce que l'arrivée de la Chine dans… bon, moi, mes premiers voyages en Chine datent d'il y a 25-30 ans, hein, donc tout le monde était, je me souviens, à vélo, hein, quand on voyageait en Chine. 25 ans plus tard, tout le monde est en voiture. Bon, c'est pas un signe significatif, mais ça montre effectivement ce nouveau défi chinois qui implique une mondialisation bien plus bipolaire et dans un 21e siècle qu'on appelle de dimension asiatique, et où effectivement il y a des acteurs forts et des acteurs faibles. Et donc, ce processus passe aussi par ce qu'on a appelé, un livre était sorti aux États-Unis là-dessus, un processus d'easternisation, c'est-à-dire un processus de production vers l'Est, hein, où l'Asie a un rôle important, et où néanmoins, s'il y a une hégémonie qui peut se dessiner après Hollywood vers un modèle sinisé, le goût pour les programmes et les films reste quand même des goûts nationaux. Les appropriations de différents films et autres sont souvent à l'échelle locale. Et donc, il est important dans ce travail qu'on a pu faire de comprendre une mondialisation pas uniquement par le haut, mais justement par le bas, pour comprendre justement toutes ces formes d'appropriation culturelle au travers d'enquêtes qui ont pu être réalisées ou être reprises pour comprendre effectivement qu'est-ce que regarde un spectateur coréen, japonais, etc., etc. Donc, la réflexion géopolitique que j'avais ici induite ou entamée est très relative aussi, hein, sur ces notions de frontières, parce que les relations sont assez poreuses, finalement, entre toutes ces industries culturelles et supposent aussi des pratiques qui sont très évolutives et disparates si on regarde ce qui se passe du côté du public. Donc, développer un axe uniquement autour de la mondialisation pourrait sembler un peu restrictif. Là, je vais montrer quelques tableaux qu'on a essayé de reconstituer sur ce qui se passe dans chacun des aires en termes économiques, cette fois-ci par population d'habitants, sur la distribution et la production de films, par exemple à Hong Kong. Donc, l'axe mondialisation est assez restrictif, pas toujours très opérationnel, dans la mesure où le cinéma populaire en Asie de l'Est a bien diversifié les lieux de tournage, les a délocalisés, comme c'est le cas ici à Hong Kong, que Taïwan aussi regarde beaucoup du côté chinois pour produire et attirer, la Chine sachant attirer les productions chinoises. Et donc, on a préféré ici peut-être parler, ici quelques données sur les parts de marché et la production de films en Chine. On a préféré parler de mondialisation fragmentée. C'est-à-dire que la culture filmique relève de pôles assez éclatés et qu'en même temps, ces pôles, s'ils sont éclatés, sont complémentaires, et cette culture filmique préserve des entités culturelles qui restent locales et qui s'inscrivent bien entendu dans ce contexte de mondialisation. Donc le cinéma populaire asiatique conserve une attractivité, on pourra en reparler, mais doit faire face aujourd'hui à la concurrence des télévisions, des réseaux Internet qui diffusent dans toute la région. Donc l'Asie de l'Est offre, de notre point de vue, je dirais, de tout ce collectif d'auteurs, un champ d'expérience unique, traversé par de profondes diversités,
qui morcelle aussi ce marché des industries culturelles. Et on le voit, par exemple, avec certains cinéastes qui destinent avant tout leur public à des œuvres, leurs œuvres plutôt à des publics locaux, et qui montrent, on a un article qui a été fait par une jeune doctorante taïwanaise, elle en parlera peut-être tout à l'heure, sur comment Taïwan reste très ancré, malgré l'attraction de la Chine et attraction-répulsion, par son pôle régional en termes de production filmique. Bon. Alors, une grande partie aussi de la littérature produite ces 20-25 dernières années, notamment en France, on parlait tout à l'heure du rôle des cahiers du cinéma, ou de certains auteurs qui travaillent sur le cinéma japonais ou coréen, abordent la question du cinéma sous l'angle auteuriste, sans nécessairement inclure tout un pan de la production filmique qui est la production commerciale. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans ce travail collectif. Réfléchir à des analyses plus comparatives, identifier surtout les différents dispositifs et les acteurs de ce tournant industriel, là c'est un tableau sur Taïwan, induite dans ce tournant industriel en Asie, comprendre l'impact régional, comprendre les transformations, analyser surtout les phénomènes de convergence en matière d'industrie culturelle et appréhender tous ces usages à l'échelle d'une globalisation accélérée. Alors, évidemment, on trace des pistes, on pose un certain nombre de questions, on n'a pas l'ambition non plus de répondre à tous ces problèmes, mais l'originalité de ce numéro, je crois, était vraiment de croiser les regards, à la fois avec des chercheurs qui vivent en Asie ou qui travaillent en Asie, et d'autres qui sont en Europe. Donc, on a envisagé ici 4 pôles essentiels qui étaient autour de la culture des images, dans le cadre d'une industrie des médias, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, pour comprendre toutes les interactions, pour comprendre toutes les demandes en relation avec un marché évolutif et créatif, et où l'Asie de l'Est apparaît comme un continent assez hétérogène, multiculturel, mais aussi stimulé par cette croyance dans ses propres référents culturels et identitaires. Donc, comment comprendre d'ailleurs le rôle de l'innovation, puisque l'innovation n'est pas uniquement technologique, mais elle est aussi entrepreneuriale. Et l'industrie de l'audiovisuel, notamment en Corée, au Japon et moins en Chine, évidemment, puisqu'elle repose sur une aide étatique, renvoie à l'initiative d'entrepreneurs locaux qui ont développé eux-mêmes leurs activités filmiques pour constituer peu à peu de grands groupes multimédia, Samsung, évidemment en Corée, Sony au Japon, Daewoo, Huawei en Chine, qui sont des modèles d'organisation, de conglomérats qui obligent à la circulation transnationale de tous les contenus qu'ils produisent pour favoriser ces grands groupes et qui, en même temps, obligent à des rapports de tension dans cette région, puisque ces tensions, elles ne sont pas uniquement politiques, mais elles sont financières, elles sont industrielles. Donc, de ce point de vue, ces 4 pays asiatiques dominants ont des points de vue en commun entre capitalisme et identité culturelle nationale pour donner naissance à cette industrie spécifique de l'image, par rapport à des modèles de société qui étaient ancrés beaucoup dans la tradition et qui impliquaient surtout des formes de solidarité communautaire, et comment on essaye de voir aussi, sous l'angle et la force de cette expansion de l'audiovisuel, comment ces modèles de solidarité communautaire glissent vers des modèles beaucoup plus individualistes et beaucoup plus consuméristes, comme ailleurs en Europe. Donc l'industrie hollywoodienne des blockbusters est devenue non seulement en porte-à-faux avec la Chine hégémonique, mais elle est aussi face à l'émergence de ce nouveau soft power dans l'audiovisuel qui est offensif. C'est une idée qui est ancienne, qui a été introduite il y a déjà 40 ans dans un article sur la Chine et The Rise of China Soft Power, d'un article qui était pointé dès 1988 et qui a été repris dans le Wall Street Journal Asia en 2005 et qui montre effectivement cette notion de soft power qu'on avait déjà analysée dans le numéro sur Bollywood. Donc, on a aujourd'hui, je dirais, un modèle anglo-saxon qui est relativement ouvert, qui est offensif toujours, et qui a anticipé sur un nouveau modèle asiatique, qui lui est plutôt toujours perçu comme cloisonné, hiérarchisé au sein de conglomérats de la communication, organisé de manière verticale. Et l'ensemble de ce système industriel
industriel, qui est marqué par le productivisme en Asie, fonctionne sur des crises cycliques, mais aussi sur des incertitudes. Alors, cette notion, là, je parle effectivement, je mets à l'écran un tableau sur les nombres de films coréens qui est relativement important, hein, si on le compare à la production en France, hein, l'équivalent de la production en France des années 90, on parle en termes de films de fiction en Corée du Sud, et aussi l'impact qu'a la télévision en Corée. Je vais essayer donc dans cette présentation de reprendre différents points qui ont été traversés et analysés dans le cadre de ce théorème. La notion effectivement du passage du local au global. Je reprends la notion d'un anthropologue anglo-indien qui est à Harvard, qui est Arjuna Appadurai, qui a forgé cette notion du local dans un ouvrage paru il y a une dizaine d'années, le rapport entre le global et le local. Partout où je voyage dans le global, finalement, je rencontre le local. Donc, cette formule pourrait s'appliquer peut-être à beaucoup de zones d'Asie qu'on a pu traverser. Et on balaye tour à tour ces thématiques de globalisation, identité locale, de circulation limitée ou impactée des films, pour essayer de comprendre dans une perspective géopolitique ces paysages audiovisuels et de les voir dans le cadre d'une globalisation fragmentée et d'analyser le régime des images. Donc, ce régime des images, évidemment, oblige à réévaluer le statut de l'auteur, comme certains l'ont fait dans ce numéro, pour parler de ces conceptions qui sont peut-être devenues plus collectives de la création aujourd'hui dans l'audiovisuel, puisque le cinéma d'auteur semble un peu isolé, semble un peu à la marge, pas uniquement en Asie, je dirais, mais peine à se déployer pour exister plutôt dans des festivals internationaux. Un certain nombre d'auteurs de cinéma ont eu des prix et des reconnaissances importantes récemment. Koreeda, en 2018 à Cannes, a eu la Palme d'Or. En 2019, ça a été le Coréen Bong Joon-ho. Cette année, le prix du jury a été décerné à Hamaguchi, le cinéaste japonais. Et en 2019, près de 6 films chinois étaient sélectionnés dans toutes les sections du Festival de Cannes. Le prix de la mise en scène, dans le passé, avait été attribué à Wu Shaoxin au Taïwan en 2015 et du scénario à Jiang Zhangke de Chine. Donc on voit finalement des réalisateurs, auteurs importants qui sont reconnus, mais dans le fond assez peu diffusés, je dirais entre guillemets, en Asie, rappelant une tradition du cinéma des années 30-50, où ce cinéma aujourd'hui japonais, coréen, chinois, a un rôle d'aiguillon social. C'est un cinéma d'auteur qui a beaucoup de paradoxes, puisqu'il est à la fois récompensé à l'étranger, mais en même temps, il montre tous les envers et toutes les contraintes de ces sociétés, qui à la fois utilisent l'audiovisuel comme soft power pour les montrer comme de modèles dans des concurrences internes, mais en même temps, ce cinéma primé à Cannes montre l'envers du décor et montre un miroir inversé des réussites économiques telles qu'elles ont pu être prônées. Donc ça, ceci est une question importante pour comprendre comment intégrer les spécificités de ces cultures filmiques par rapport à ces enjeux locaux dans ce processus de globalisation, dans des vies quotidiennes aussi hyper technologisées et où l'imaginaire culturel est ancré dans des traditions souvent strictement locales. Donc notre approche à la fois était pluridisciplinaire et empirique, en conciliant à la fois des études de terrain concrètes, dans le cadre aussi de rencontres, de conférences, à l'échelle donc micro-sociale, et puis de comprendre cette identité asiatique morcelée à l'échelle macro, d'autant plus que certaines données que je vous ai présentées dans les tableaux tout à l'heure, que j'ai passé un peu vite, mais que vous retrouverez dans le numéro, sont très difficiles d'accès. Il y a souvent une grosse difficulté à trouver des données quantitatives sur ces sujets par rapport à des sources, qu'elles soient privées ou publiques, qui restent assez hétérogènes. Donc les comparaisons sectorielles sont des fois difficiles à défricher par rapport à des activités qui sont souvent immatérielles et sous-évaluées. Et donc, on a proposé un numéro réparti en 3 axes essentiels, si je parle du global au local et vice-versa. Un premier axe qui était un axe historique, où, donc, en ouverture,
on a donné la parole à Nobuko Kawashima, qui est professeur à l'Université de Tokyo, qui travaille depuis plusieurs années sur les politiques publiques et qui s'est efforcée de faire un article comparatif, elle est à l'Université de Kyoto, sur les enjeux des politiques culturelles dans l'histoire récente de l'Asie, entre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et Singapour. Donc, elle essaie de proposer des modèles de régulation susceptibles de l'audiovisuel dans un espace d'économie qui est aujourd'hui plutôt néolibéral ou mixte, comme en Chine, pour montrer l'héritage historique conflictuel de ces questions et montrer l'évolution des industries créatives. Donc ça, c'était un premier article d'ouverture d'ensemble pour essayer de comprendre, existe-t-il vraiment des politiques culturelles et à quelles conditions en Asie, dans un travail un peu comparatif. Puis, Christophe Fallin a pris le relais, auteur d'un livre déjà paru sur les villes connectées, pour essayer de comprendre l'héritage de villes comme Hong Kong, Shanghai et Singapour, dans des villes qui ont été des villes studios au tournant des années 30 et qui ont aujourd'hui un apport plus ou moins important dans la production de cinéma et d'audiovisuel sous des formes concrètes, bien que Singapour n'est plus une ville studio, mais reste une plateforme financière relais en Asie par rapport à l'évolution du cinéma. Donc, le travail de Christophe Fallin, qui est chercheur à l'Université de Paris 8, est de restituer l'histoire audiovisuelle récente de l'Asie dans cette dimension d'échange et de l'appréhender dans sa discontinuité. Puis ensuite, Mathieu Capel, on vous l'a présenté, il interviendra tout à l'heure. Lui s'est intéressé à la question de l'autorisme pour reparler des débats autour du cinéma d'auteur pris dans les contraintes d'un système de cinéma qui va se commercialiser beaucoup plus après les années 90. Et donc, il évoque ces années cruciales des années 80-90 au Japon. Et ensuite, on a toute une série d'articles, notamment Pascal Alex Vincent, qui est enseignant dans mon université à Paris 3, qui a produit beaucoup de travaux, notamment édités chez Carlotta, sur le cinéma japonais, qui retrace, lui, plutôt l'histoire de la distribution pionnière, avant-guerre et après-guerre, du cinéma japonais d'auteur en France, notamment à la Cinémathèque française, le rôle qu'a eu Henri Langlois au Japon, etc., par rapport à la diffusion de films japonais qui ont connu déjà qui étaient mal connus avant-guerre, qui ont commencé à être connus dans les années 50, qui ont trouvé un public, et il en parle. Puis, on a toute une série ensuite d'articles écrits respectivement par des chercheurs du Japon, de Corée, de Chine, puis Wafa Begermani, qui a coordonné le numéro avec moi, qui recense la situation des archives. On s'aperçoit quand même, quand on voyage en Asie, dans toutes ces régions d'Asie, que les archives ont un rôle essentiel, les archives filmiques, parce qu'elles sont gardiennes d'une mémoire visuelle, mais quel rôle ont-elles dans ce contexte d'industrialisation de la culture, puisque l'archivage est apparu souvent très tardivement, pour des tas de raisons historiques et différentes, elles ne sont pas les mêmes en Chine qu'à Taïwan, par exemple, et comment ces archives, aujourd'hui, sont l'enjeu pour des catalogues audiovisuels dans l'émergence de grands groupes qui diffusent des films, etc., et les font circuler. Donc voilà, un premier axe qui était plutôt un axe historique pour comprendre l'histoire et l'impact et l'héritage d'une culture filmique en Asie, dans ces régions d'Asie. Le deuxième axe porte plutôt sur la circulation des films. Donc, c'est Joël Legros, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, qui travaille beaucoup sur les industries culturelles, mais surtout sur le rôle d'Hollywood, avait déjà fait un article sur le rôle d'Hollywood en Inde, dans le précédent théorème, et cette fois-ci s'intéresse au phénomène de Far East pour comprendre le dynamisme de nouveaux acteurs apparus en Asie de l'Est qui permet de concurrencer Hollywood. Donc, c'est un travail qui montre effectivement la place d'Hollywood dans toute cette partie de l'Asie. Il est relayé ensuite par Flora Licha, qui était ma doctorante et qui est actuellement maître de conférence à Rennes, qui est spécialiste du documentaire et du cinéma chinois, et qui montre l'enjeu du documentaire en termes de production et de diffusion en Chine. Donc ça, c'est tout un travail qu'elle a fait pendant plusieurs années, où elle a été dans des festivals pour montrer le rôle des documentaires alternatifs et comment, effectivement, le documentaire s'efforce d'échapper à des modèles normatifs en Chine pour affirmer des contre-analyses d'évolution sociale et à quel prix ce documentaire peut avoir une existence en Chine. Puis, Wan Xin Shen, qui est aussi doctorante à l'Université de la Sorbonne Nouvelle,
essaie de comprendre les transformations de l'industrie de Taïwan, qui est ancrée, comme je le disais tout à l'heure, dans des enjeux locaux, tout en étant très dépendante et tributaire de son voisin chinois en termes de délocalisation et de production de films. Puis Frédéric Monvoisin, qui est chercheur à l'IRCAV au sein de notre laboratoire, qui a aussi passé pas mal de temps en Asie, auteur de nombreux ouvrages, montre les limites d'un renouveau du cinéma coréen qui est partagé entre un modèle industriel et des perspectives régionales dans un contexte d'évolution où, relayé ici par Ok Cheong-han, qui a fait sa thèse à l'école des hautes études, qui est coréenne, et qui analyse le public des séries de télévision en Asie de l'Est pour analyser la circulation massive des produits audiovisuels. Enfin, j'énumère un peu les auteurs, c'est peut-être un peu fastidieux, mais on essaie de comprendre aussi les phénomènes de proximité culturelle propres à l'Asie, puisque Marco Pellitteri, qui est un chercheur italien qui a été longtemps basé à l'université de Kobe, mais qui aujourd'hui travaille en Chine dans une université près de Shanghai, analyse l'impact de la culture populaire visuelle japonaise en Europe, notamment les succès de l'animation et des mangas, et montre effectivement comment fonctionne cette culture de masse, comment elle fonctionne dans un rapport à l'auteur. Cette question est reprise par Tristan Matlard, qui est spécialiste, professeur à l'Université de Paris 2 sur les industries culturelles aussi, et qui montre, là, du point de vue du droit d'auteur, l'évolution des flux d'échanges souterrains en Asie de l'Est, c'est-à-dire la mise en place d'une économie informelle de circulation de films qui fragilise effectivement aussi cette industrie culturelle, notamment en termes de piratage et de droits d'auteur, dans les rapports qu'il y a effectivement entre tous ces États et ces sociétés sur ces marchés de la communication. Le troisième axe, lui, porte plutôt sur la question de l'innovation culturelle, reprenant ce partage entre identité culturelle locale et morcelée, et montrer plutôt l'enjeu innovant de ces pôles audiovisuels. Donc, c'est David Auvray, qui est doctorant, qui travaille sur le Japon à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, qui montre le rôle des industries musicales et d'un groupe populaire au Japon, AKB 48, qui a des stratégies transmédiatiques qu'on retrouve d'ailleurs en Corée et à Taïwan, pour montrer effectivement l'importance de ces industries musicales dans les sociétés asiatiques. Marie Pruvot-Delapre, qui est maître de conférence à Paris 8 et qui a longtemps donc, aussi travaillé au Japon pour ses recherches, étudie le marché de l'animation au Japon, là d'un point de vue assez original, puisqu'elle parle de l'organisation du travail et des acteurs de la filière dans des statuts souvent précaires et dans des organisations du travail très spécifiques pour comprendre la circulation des dessins d'animation en Asie et leur production. Elle est relayée ensuite par Stéphane Thévenet, qui est maître de conférence à l'INALCO, et qui, lui, s'est interrogé sur, lui, plutôt sur, pas les animes, mais les TV-dramas, la question des séries coréennes, qui est un nouveau modèle de sérialisation qui importe des formats tout à fait inédits dans toute une grande partie de l'Asie. Puis, on a un article de Yu Rongshen, qui est chinoise d'origine, qui a fait sa thèse à Lyon, et qui, elle, s'interroge, elle aussi, sur les séries télévisées, mais avec un autre angle, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire par la Chine dans ces séries télévisées, au service, effectivement, d'un soft power et d'une tradition nationale. Donc, c'est des questions qui, effectivement, renvoient à des problématiques de l'altérité, dans la manière dont on perçoit l'autre à l'intérieur même de l'Asie. Et Rodrigue Belmont, qui est producteur aussi et chercheur, qui a fait sa thèse à la Sorbonne Nouvelle, propose un travail tout à fait original de par son expérience à la NHK pour comprendre des problématiques similaires sur la réception notamment de certaines émissions de télévision au Japon et qui montre effectivement une certaine représentation de l'étranger dans la production d'émissions qui, ces dernières années, montrent des représentations assez inégalitaires dans les réseaux de télévision japonaises de l'étranger. Qu'est-ce que l'étranger au regard du japonais? Donc, c'est des problèmes intéressants parce que dans ces problématiques d'échange et de coopération, il y a aussi des questions qui en montrent les limites.
Enfin, deux articles importants sur ces problématiques de l'innovation. L'innovation n'est pas uniquement en termes de représentation de l'étranger ou autre, mais peut être aussi technologique. C'est la diffusion numérique des films en Chine avec l'émergence de plateformes concurrentielles et d'un nouveau soft power. C'est un article qui a été rédigé par Patrice Poujol, qui est basé à Hong Kong, qui est enseignant-chercheur dans une université de Hong Kong et qui a fait sa thèse d'ailleurs à Hong Kong et qui analyse ces questions à partir d'une expérience de producteur qu'il a eue en Chine. Enfin, en dernier lieu, Darrell Williams, qui est un chercheur américain basé aussi à Hong Kong, mais qui a vécu longtemps au Japon, et Émile Yeh, qui est professeur à l'Université de Taïwan, tous les deux analysent le rôle des communautés de public dans le téléchargement des films en Chine, à partir d'enquêtes de terrain qu'ils ont pu mener à partir de Hong Kong sur ces questions. Donc, vous voyez, le numéro est riche de cette diversité, à la fois diversité d'objets, mais aussi diversité de questionnements et de thématiques, puisque à partir de cette idée d'une mondialisation éclatée, on s'efforce aussi de montrer des interactions innovantes entre tous ces pôles, hein, entre la construction dans l'histoire de plusieurs modèles audiovisuels, leur évolution en soi et leur innovation, pour comprendre effectivement tous ces rapports de force dans toutes ces aires culturelles. Alors, évidemment, ces frontières, comme je vais essayer de le présenter ici, sont des frontières un peu poreuses, hein. Elles sont poreuses parce que l'explosion des plateformes numériques et des contenus en ligne ont géré d'autres relations au territoire. Il n'y a plus cette idée d'un territoire souverain national, même si la pandémie a renforcé la notion de national. L'audiovisuel en Asie participe de cette expérience de la déterritorialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la déterritorialisation? Comment l'interpréter, puisqu'on parle d'une mondialisation fragmentée? Alors ici, on a mis dans ce numéro aussi cette carte qui m'a semblé intéressante, que j'avais repérée à l'occasion d'une visite de la bibliothèque de Coimbra au Portugal, qui est une des premières cartes des jésuites qui découvrent le Japon et qui ont une vision effectivement à leur mesure, mais qui s'efforcent de cartographier Insula Japonia, et on voit que la Corée apparaît comme une île, que Hokkaido n'existe pas, que Taïwan est aussi réduite. Donc, dans cette vision de la fin du XVe, début du XVIe siècle, de découvreurs de l'Asie, fonctionne déjà un certain nombre de stéréotypes pour essayer de comprendre aujourd'hui, 5 siècles plus tard, dans l'évolution des cartes par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la cartographie des flux de production en Asie et dans le monde, un angle, une perspective un peu géopolitique. C'est pas qu'on est des nouveaux conquérants ou découvreurs de l'Asie. L'Asie est bien balayée, bien analysée par multiples chercheurs et autres, mais on a parcouru aussi dans ce travail, je dirais, des espaces très diversifiés, et on a revisité un peu à l'image de ces prêtres jésuites qui d'ailleurs, comme vous le savez, n'ont pas fait très long feu au Japon, à Nagasaki. À l'époque, on a revisité de nouveaux territoires par rapport à cette question du cinéma, qui montre effectivement que le cinéma est aussi, comme je le disais au début de ma présentation, un objet en soi qui renvoie à un imaginaire spécifique. Comment finalement cette idée de mondialisation aujourd'hui, à l'heure où les voyages se sont fondamentalement développés par rapport au XVIe siècle, permet de réfléchir à cette question de la cartographie de l'Asie de l'Est dans des sociétés qui, à partir du XXe siècle, comme pour la Chine, vont à peine sortir du féodalisme, ou bien plus tard, comme la Corée ou comme Taïwan, vont sortir du colonialisme, et comment finalement l'audiovisuel, je dirais, a contribué à les transformer profondément. Donc on est bien dans une réflexion aussi sur la question des territoires
dans leur régime de territorialité ou dans leur régime visuel, hein, pour confronter ici des regards de chercheurs qui sont, comme je vous l'ai expliqué, venus d'horizons différents, qui à partir de l'anthropologie, de l'économie, de l'esthétique, de l'histoire ou de la sociologie, vont réfléchir sur leurs propres aires de prédilection et mettre en commun un travail collectif pour réfléchir aux défis de ces images. Donc c'est vrai que, bien qu'antagonistes, la Chine, Hong Kong, la Corée, le Japon et Taïwan sont toujours dans le peloton de tête des nations cinéphiles, hein. Je l'ai rappelé tout à l'heure, elles sont même primées dans des festivals internationaux. On a des norias de chaînes de télévision, on a une industrie musicale en pleine vitalité, souvent assez peu connue d'ailleurs, en dehors des frontières de l'Asie, mais qui fonctionne par vidéoclip et qu'on retrouve sur Internet. On a une culture du loisir et du divertissement qui est profondément ancrée grâce à l'apport de ces groupes multimédia et où le cinéma joue un rôle toujours non négligeable. Donc, dans ce processus d'interactivité, comment comprendre aussi cette notion de mondialisation? Parce que j'ai peut-être été un peu vite et j'ai dit on veut proposer une mondialisation vue d'ailleurs ou vue du bas par rapport à cette dérégulation des années 90 et la fin de la bulle spéculative japonaise. C'est vrai que la mondialisation vue de ces pays ne veut pas dire tout à fait la même chose. Par exemple, du point de vue chinois, la mondialisation concilie des intérêts contradictoires. On l'a vu encore dans le discours de Ping Ji à l'ONU hier, puisqu'il s'agit à la fois de développer une deuxième économie monde en Chine face aux États-Unis, mais tout en maintenant un fort contrôle d'échange et en maintenant une politique d'État productiviste pour contrôler aussi les groupes multinationaux. Du point de vue de la Corée, la mondialisation aussi n'est pas tout à fait la même chose, puisque la Corée est toujours dans les affres de la guerre froide, à la différence peut-être des autres pays d'Asie, partagés et scindés entre le Nord et le Sud, après la partition de 1945. Du point de vue japonais aussi, cette mondialisation est quand même relative. On en parlait aussi à propos de la pandémie. C'est vrai que l'ère Meiji, après 1860, a ouvert l'île au monde, mais cette mondialisation, je dirais, pour reprendre les termes de mon collègue Pierre-François Soury, dans son livre paru il y a 3 ans sur le Japon, il parle d'une modernisation occidentalisée, c'est-à-dire que c'est une modernisation qui est empreinte d'influence plutôt chinoise. Du point de vue taïwanais, qui est sorti de la colonisation japonaise, la mondialisation après 1949 implique plutôt de rejoindre l'Ouest et de rattraper les nations occidentales pour exister en tant qu'entité face à la Chine, alors que Hong Kong se retrouve aujourd'hui, comme on le sait, confronté à une domination chinoise après s'être affronté de la tutelle britannique. Donc il y a je dirais, des perceptions très différenciées dans l'histoire respective de ces pays, perceptions très différenciées de cette mondialisation qui, je le disais, peut apparaître culturellement fragmentée et qui est sans doute aux antipodes d'un triomphe, d'une domination d'un marché global qui gommerait toutes ces identités locales. Mais peut-être que la mondialisation s'est réinventée en Asie dans le cadre d'un pragmatisme, de règles de coopération et surtout du rôle de ces réseaux professionnels qui ont été particulièrement actifs pour instituer une économie d'échange et qui fait que, effectivement, nos grilles d'analyse dans ce numéro visaient essentiellement à comprendre ces phénomènes, à les différencier d'une seule domination ou subordination économique américaine, pour comprendre comment cette mondialisation des échanges s'accompagne d'une division internationale du travail, qui souvent a été favorisée par un faible coût du travail en Asie, notamment en Chine, par rapport à des économies qui sortaient après 1945 de délabrement, de guerre, où étaient quasiment des économies émergentes comme en Chine au début du XXe siècle. Donc, si l'on revient à quelques chiffres que j'ai cités tout à l'heure sur le marché mondial des films, le Japon, la Corée et Taïwan sont encore bien loin des États-Unis, de l'Europe et même de l'Inde. Le chiffre global du marché du cinéma commercial et du divertissement est évalué dans le monde ces dernières années à près de 140 milliards de dollars. Et il y a seulement 15 milliards qui concernent la seule Asie de l'Est et plus de 20 milliards les États-Unis. Par contre, si on prend la question des jeux vidéo, qui est très importante,
on peut dire que le chiffre d'affaires tourne autour de 8,5 milliards pour les seuls programmes de jeux de vidéo qui circulent en Asie. Donc là, on se place sur le plan d'une échelle économique pour comprendre l'évolution de ces flux et voir comment des secteurs bien plus profitables que le cinéma aujourd'hui existent en Asie, avec près d'1 millier de films produits annuellement en Chine, normalement, et où la Chine, comme je le disais tout à l'heure, est un acteur hégémonique de cette scène asiatique. Alors, on a essayé de décloisonner nos approches, on a essayé effectivement de reprendre cette question de la réappropriation des images, notamment par rapport à la complexité aussi des productions et des modalités de production qui souvent sont liées aussi à des phénomènes de délocalisation. On l'avait vu parce qu'on a aussi dans ce travail pu fréquenter notamment le marché international du film à Hong Kong, où j'avais été voir effectivement comment à Hong Kong fonctionne effectivement un réel marché professionnel et international du film dans ce processus de circulation d'images. Alors après, on peut dire donc qu'il y a des spécificités locales. Les séries coréennes qui sont diffusées dans les différentes télévisions du monde entier, assez peu en France, mais aujourd'hui quand même sur Netflix, les romans porno Pinkeiga japonais sur Internet, les festivals de documentaires internationaux en Asie qui ont un écho local souvent limité, les réseaux très importants et souterrains et même officiels des mangas japonais tels qu'ils existent. Paris est chaque année le carrefour international du manga japonais, jusqu'aux délocalisations de films à Taïwan, à Hong Kong, etc., etc. Donc on voit un marché qui est quand même très dynamique. On voit effectivement un patrimoine filmique, c'est un trait constant qui est mal préservé et qui fait aussi coexister un cinéma d'auteur assez peu aidé avec un cinéma commercial et populaire qui reste confiné à sa propre audience nationale. On voit un cinéma documentaire, comme on l'a montré aussi, qui est devenu, malgré son audience plutôt limitée, représentatif quand même des nouvelles formes cinématographiques, critiques ou alternatives. On l'a vu dans le cadre de catastrophes écologiques comme Fukushima au Japon, où le documentaire a essayé de relayer la voix officielle de la NHK pour montrer un aspect alternatif. Et on le voit aussi en Chine, où des documentaristes prennent beaucoup de risques, d'ailleurs, pour faire des films critiques qui vont à l'encontre des récits collectifs de mode propagandiste chinois qui ne fonctionnent plus vraiment ailleurs. Donc on voit que dans ce mainstream de la production audiovisuelle, il y a une large production filmique qui est aussi critique, et que si la révolution digitale, la révolution du numérique, le rôle des télévisions commerciales sont toujours incontournables, on a des formes alternatives et concurrentes. Dans ma conclusion, parce qu'il faut aussi que je conclue, j'essayais d'aborder un autre thème qui me semble extrêmement important et qui ne regroupe pas uniquement la question du cinéma, mais il se trouve que dans mon laboratoire où je travaille, on a un groupe qui est extrêmement actif et qui travaille sur la téléphonie mobile et l'usage du mobile dans la diffusion des films. Et donc, c'est extrêmement frappant quand on voyage en Asie, il suffit de prendre le métro à Tokyo ou à Séoul, de voir comment la plupart du wagon, mais enfin, on pourrait dire la même chose aujourd'hui à Paris, sont rivés ou fixés à leur mobile pour échanger ou voir des films souvent, et regardent des films le temps d'un transport. Donc, la téléphonie mobile est devenue aussi un laboratoire d'innovation et d'expansion dans la diffusion et des films, et aussi même dans la production, puisque certains auteurs aujourd'hui font des films, et j'ai eu une de mes doctorantes qui publie un livre prochainement sur filmer avec un mobile, et qui travaille du Brésil sur ces questions. Alors, Hong Kong, on prend l'exemple, c'est l'une des villes les plus connectées du monde, avec près de 90% de smartphones. En Chine, chaque foyer possède entre 1 et 3 smartphones à l'échelle d'1 milliard d'habitants. Taïwan est un pôle d'addiction pour toute catégorie d'âge en termes d'usage du mobile. Donc, 1,5 milliard de mobiles circulent dans toute l'Asie au travers d'opérateurs privés et publics. Alors, ça a des effets peut-être positifs en termes de nouvelles technologies. Ça produit effectivement un nouveau regard sur le quotidien et un nouveau usage du quotidien dans ce regard sur la globalisation, notamment par rapport au téléchargement d'images sur Internet, mais aussi ça a un effet contraire. Je rappellerai par exemple qu'en Chine, on a
pas là sur le terme du mobile, mais sur le thème de l'usage de caméras de surveillance, près de 600 millions de caméras de surveillance installées dans des espaces publics. Donc, il y a une caméra pour 2 habitants. Alors là, on sort un peu du domaine cinématographique, mais on reste dans le domaine du régime visuel pour comprendre l'usage des caméras, qui ici est un usage de contrôle social pour vérifier les identités, qui s'accompagne d'un contrôle biométrique avec des QR codes et qui font que l'image participe aussi de technologies de surveillance avec le groupe Huawei pour ériger un contrôle facial en Chine. Donc on voit aussi un aspect, je dirais, qu'on évoque, hein, on ne l'a pas analysé en profondeur, mais je l'évoque en tout cas, ces formes de nouvelles dépendances technologiques peuvent avoir un aspect de surveillance dans cette évolution d'une économie numérique qui est à la fois sophistiquée, mais qui peut impliquer aussi des dispositifs de société de contrôle, je dirais dans des modèles presque foucaldiens, où si cette modélisation est fragmentée, réappropriée par le bas, elle suppose de nouveaux marqueurs identitaires dans un univers culturel qui est devenu bien plus poreux. Conclure alors sur quoi? Puisque, comme je l'ai dit, l'ambition de ce numéro n'est pas d'avoir réponse à tout, mais de pointer des pistes de recherche. Et la recherche n'est finalement que des questions mises en perspective. Bien sûr, on a évoqué des tas de problèmes aussi propres à cette industrialisation de la culture, qui d'ailleurs importait dans l'après-guerre un modèle nord-américain. N'oublions pas l'occupation du Japon et de la Corée par les Américains. Donc, ils ont apporté aussi une forme de modèle culturel, mais en même temps, ces sociétés se sont appropriées ces modèles, les ont utilisés dans le cadre de fortes traditions ancestrales, et elles sont aujourd'hui, ces sociétés, traversées par de profondes crises aussi morales et politiques, hein, qui sont des modèles autoritaires, des défis nationalistes, des crises de croissance, et qui fait que quand on a évoqué cette notion de régime des images dans cette circulation, dans cette problématique de la circulation, on a repensé l'Asie dans la longue durée, même si la notion d'Asie, j'essaie de la déconstruire dans cette conclusion aussi, pour comprendre effectivement ces spécificités culturelles, ces rapports notamment à l'étranger, pour comprendre comment elle a construit toute une politique des images dans un contexte historique qui a été aussi conflictuel. Donc, l'audiovisuel, d'un certain côté, au sens large, peut permettre de construire du lien social dans ces différentes sociétés asiatiques qui sont devenues aussi inégalitaires en termes de classe sociale et de genre, mais aussi où le cinéma semble aujourd'hui, puisque ça, je ne dis pas que c'est le parent pauvre, ce serait une mauvaise expression, mais il faudrait la relativiser, cette expression, mais relève plutôt d'un privilège souvent de couche urbaine cultivée face à la télévision qui, elle, est vectrice d'une culture plus commerciale, plus populaire, relayée aujourd'hui par les réseaux sociaux. En tout cas, notre travail s'est efforcé de repenser ces différents problèmes dans des sociétés qui, de l'extérieur, semblent relativement homogènes. Là, je vous mets en exergue, dans cette conclusion, 2 images extraites d'un film d'Ozu de 1959, si je me souviens bien, qui fait d'ailleurs la couverture du livre, hein, et qui, de ce fait, n'a pas 60 ans plus tard beaucoup changé, hein, une rue avec des bars à Kyoto. Donc, dans un film magistral d'Ozu, où on voit effectivement que la porosité des frontières aussi a ses propres limites en termes genrés, je pourrais dire, mais que l'image, de ce point de vue-là, permet de poser des regards nouveaux, à la fois dans ce travail collectif sur une histoire visuelle de l'Asie au travers de ce numéro de théorème, qu'on a essayé à la fois de croiser par le bas comme par le haut. Je ne sais pas si on y a vraiment réussi, mais enfin, en tout cas, on s'est efforcé plutôt d'apporter une relecture critique et comparer à tous ces systèmes audiovisuels pour justement susciter un débat et puis nourrir peut-être aussi une dimension d'interculturalité qui, des fois, fait défaut quand on voyage en Asie. Et de ce point de vue-là, ces images sont peut-être parlantes. Donc, je conclurai sur cette idée, générer des débats, puisque nous sommes en ligne aujourd'hui
avec un public de par le monde, et on sera tout à fait heureux, en tout cas moi, d'avoir un retour critique, à la fois peut-être de cette présentation. Je crois que Mathieu Capel, qui est donc chercheur à Tokyo, va prendre le relais par rapport à des questions que lui aussi voulait évoquer et poser. Et puis ensuite, justement, le débat avec le public qui a choisi de venir à des heures pas faciles, entre 18h et 20h à Tokyo, hein, pour venir nous écouter et débattre de ces questions. Je vous remercie. Merci Bernard Thoman, merci Christian pour cette présentation très, 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 très riche, à peu près aussi riche que ce numéro de théorème auquel j'ai eu la joie d'être convié, et je tiens à t'en remercier encore une fois. Alors, tu as eu l'amabilité de rappeler quelle était la teneur de l'article que j'y propose, et en effet, il s'agissait d'écrire aussi précisément, mais succinctement aussi, les vicissitudes de la notion d'auteur telle qu'elle s'était imposée à la fin des années 50 et telle qu'elle s'est transformée dans les années 80 et 90. Je me permets de renvoyer les personnes qui nous font l'amabilité d'être ici ce soir à cet article, si cela les intéresse, mais évidemment, les autres articles doivent être lus impérativement. C'est absolument éclairant, véritablement, quelle que soit la zone qui vous intéresse. Bref, les remarques pas vraiment des questions, plutôt des remarques, et certaines vont sans doute reformuler plus ou moins adroitement ce que, Christian, tu viens de nous exposer de manière très précise et souvent pénétrante. Alors, je m'éloigne de facto des méthodes, ou en tout cas des démarches qui sont d'ordinaire les miennes, pour essayer de faire quelques remarques qui ne seront donc pas celles d'un véritable spécialiste, mais qui potentiellement peuvent enfoncer quelques portes ouvertes. Ces remarques, elles sont au nombre de 3. La première concerne la dynamique de ces flux d'images dans l'Asie de l'Est, donc. La deuxième concerne la question de l'identité. Et la troisième, bien plus brève, les discours scientifiques et académiques tels qu'ils se développent, au moins en France, sur les productions et les industries culturelles. En ce sens, je crois que je vais retraverser finalement ce que, Christian, tu viens de déployer, donc, sous un autre angle. Donc, pardon si je répète certaines des choses que tu as dites. Donc, ma première remarque, elle est, je ne sais pas si elle est naïve ou farfelue. En tout cas, à lire ce numéro de théorème, je me demandais comment modéliser l'ensemble des flux d'images qui font l'objet de ce numéro. Tu as toi-même montré des cartes, là aussi, qui nous renseignent sur les déséquilibres peu reconnus, sans doute, dans cette production d'images au niveau mondial, également sur le caractère très relatif des frontières que nous imposent au contraire les représentations cartographiques usuelles. Comment modéliser donc l'ensemble de ces flux d'images avec la multiplication des terminaux, type téléphone portable, tablette, avec la multiplication des écrans, celle de ce que j'appellerais maladroitement les instances productrices ou émettrices de ces images, les chaînes de télévision, les plateformes de streaming et de VOD, avec la vulgarisation récente de certains outils tels que Zoom, que nous utilisons actuellement, ou, comme tu viens de le faire remarquer également dans ta conclusion, la multiplication des caméras de surveillance. Donc, avec aussi également une production de films et de contenu qui atteint aujourd'hui un niveau faramineux, émane-t-elle de grands studios ou d'individus connectés aux réseaux sociaux. Je me faisais donc de ces flux d'images une représentation assez simpliste, un peu semblable à ces cartes aériennes où apparaissent les routes empruntées par les avions de telle ou telle compagnie.
vous aurez sans doute vu ça si vous avez pris l'avion récemment, souvent dans les brochures qui vous sont proposées, ce genre-là de cartes très souvent assez belles, donc, et qui sont présentes comme une espèce de déflorescence de lignes très fines, irradiant à partir de centres multiples pour tisser un réseau plus ou moins inextricable, multidirectionnel, mais sans doute, dans sa diversité, assez homogène. Or, à lire donc ce numéro de théorème dans son ensemble, je me suis rendu compte que ce type de schéma ne tenait pas très très longtemps la route. Il était assez vite disqualifié. Donc ces lignes que j'imaginais donc assez fines, très individuelles finalement, elles sont bien plus épaisses qu'il me paraît, bien entendu. De même, et comme tu le pointes dès ton introduction, le déplacement des pôles, déplacement au cours du temps, au cours des décennies récentes, des pôles du Japon vers la Corée, puis vers la Chine, suggère donc ce schéma radial, un petit peu présentant donc une diffusion simultanée, n'est pas vraiment le bon, et il doit être pensé sous la forme sans doute de flux plus massifs, empruntant de grands axes privilégiés, plus ciblés, plus vectorisés. Enfin, ce schéma naïvement radial, que j'associais donc à cette mondialisation du point de vue des flux d'images, il pêcherait par un autre aspect, je m'en suis là aussi rendu compte, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est-à-dire que je me suis demandé si sa dimension centrifuge, c'est-à-dire que la globalisation servirait à une accélération, à une généralisation de la diffusion des films et des contenus à l'étranger, hors des frontières, je me suis demandé donc si ce schéma centrifuge aussi ne devait pas être mis en doute, voire peut-être pas disqualifié, mais en tout cas remis en question. Parce qu'il me semble, ce que l'on découvre ici, et du reste, je crois que si l'on regarde les chiffres du box-office japonais dans les années très, très récentes, on constate que cette globalisation, elle est tendanciellement marquée par une dynamique plus centripète de relocalisation au bénéfice de marchés nationaux et locaux. Parce que effectivement, tu rappelais avec la notion de local aussi. Et aussi, c'est, je crois, ce que pointe, suggère cette notion, je crois, aussi très stimulante de modélisation fragmentée. Donc, en somme, au lieu d'assister à une dissémination des émetteurs et des récepteurs, à une explosion des flux, à une forme plus démocratique, individualisée et transnationale de la production, se forment des pôles tout à fait énormes, alors que l'on pourrait sans doute identifier aux pays concernés si on y trouvait des politiques culturelles dignes de ce nom, ce qui n'est pas forcément le cas, comme donc nous le rappelle dans ce numéro Nobuko Kawashima ou aussi Frédéric Monvoisin pour la Corée. La globalisation, donc, telle qu'elle s'observe dans les industries de l'image en Asie de l'Est, pour reprendre donc le titre du numéro, finalement, est-ce qu'elle ne favorise pas tendanciellement la constitution, la création de groupes industriels tentaculaires? Tu l'as rappelé, justement, le caractère quasi monopolistique, finalement, de ces grands groupes multimédia, en France, évidemment, Vivendi ou encore Disney, qui ont fourni un exemple éclatant, ou Sony au Japon. Alors, dans cette configuration-là, il y a deux choses au moins qui m'interpellent. La première, elle concerne l'expression de soft power, qui revient, qui est centrale, ce concept-là, il est vraiment central de nombreux textes dans ce numéro. Et pour reprendre un petit peu là, ce couple que j'ai avancé précédemment entre les dynamiques centrifuges et les dynamiques centripètes, on en vient presque à se demander, avec la constitution de ces gros pôles, avec la favorisation de marchés nationaux, comme c'est le cas, je crois, aussi au Japon, depuis les années 2000 au moins, également, si on considère la Corée, le nombre de la production très importante des films et leur exploitation au niveau quasi uniquement, exclusivement au niveau local, pour une part assez importante, très majoritaire de tous ces films-là, on se demande même si cette logique centrifuge du soft power, elle finit pas par s'inverser et transformer une logique centripète ou soft power, n'essaierait même plus de cacher sa finalité dernière, c'est-à-dire son réinvestissement dans les industries locales et l'accroissement du PIB. Alors on pourrait interpréter cette manière dont sont favorisées la constitution des pôles, de groupes comme ça,
quasi monopolistique ou hégémonique, on pourrait interpréter cela, ça arrive, ce genre d'interprétation arrive, et on le constate, donc comme une logique de repli national face à la globalisation. Mais cette logique de conglomérat, donc pour reprendre aussi une expression utilisée par Frédéric Monvoisin au sujet de la Chine, donc de captation des richesses liées à la production d'images ou d'informations par les groupes au nombre toujours plus réduit. Je ne reciterai pas les exemples là, des groupes multimédia que tu citais tout à l'heure. Donc cette logique de conglomérat, elle semble mue par la consolidation, le développement des marchés nationaux qui sont sans doute assez peu risqués en termes de retour sur investissement et d'autant plus rentables. On trouverait là, finalement, dans cette dynamique, plus que je décrirai, mais tu me diras si j'ai tort ou pas, c'est sans doute beaucoup plus complexe, mais en termes plus centripètes, est-ce qu'il n'y a pas là une dynamique de rente au détriment d'une alternance plus classique entre création-production et investissement? Et ça, par exemple, Marie Pruvot-Delapre, dans son article sur le milieu de l'animé au Japon, finalement, le suggère aussi en pointant, même dans la configuration qui est majoritaire aujourd'hui au Japon, de ce qu'on appelle les Seisaku Inkai, donc des comités de production ad hoc constitués projet par projet, il y a, malgré cette répartition des risques liés à l'investissement de départ, une véritable hégémonie des maisons d'édition qui se dessine et qui doit, de manière cyclique, être contrecarrée par des lois anti-monopole. Donc, il y a cette constitution-là de pôles très importants, et puis on constate que ces pôles, loin de réinvestir dans une création dynamique, vivante et un petit peu aventureuse, elle cherche ce que j'appelais là une logique de rente, c'est-à-dire à vivre sur des succès passés avec des reboots, comme on dit, à n'en plus finir, de séries passées. Et justement, elle cite le cas de Dragon Ball Super comme l'un des derniers exemples de cette logique-là un petit peu rentière. Alors, pourquoi je parle justement aussi de tout ça? C'est que cette logique de rente et cette constitution de grands groupes à visée hégémonique, mais peut-être qu'on pourrait aussi parler de la visée hégémonique de la Chine, cela ressemble assez au fonctionnement que décrit le géographe David Harvey quand il parle de l'économie ou le monde néolibéral. Ce qui n'est sans doute pas un hasard, dans une zone dont les pôles principaux, je crois que c'est toi qui le rappelle dans l'introduction, bien finalement, sont des pays ou des économies dont on peut dire qu'elles sont aujourd'hui néolibérales. Donc, et là, c'est la conclusion de ma première remarque. Est-ce que cet aspect néolibéral, dont tu me diras si tu le juges ou pas pertinent, est-ce qu'il ne nous invite pas, comme tu le suggères toi-même très bien avec l'idée d'une porosité des frontières, avec cette idée aussi que tu as avancée tout à l'heure de déterritorialisation, est-ce que cela ne nous invite pas décidément à nous défaire de nos approches et de nos logiques en tant que chercheurs aréales pour considérer plutôt donc une industrie capitaliste ou libérale ou néolibérale des images telles qu'elles s'incarneraient ou telle logique, telle situation locale la modifierait? Cela aussi sans doute pour promouvoir ce que tu appelais, je crois, de tes voeux à la fin de ton intervention, c'est-à-dire un plus grand décloisonnement, ne serait-ce qu'au niveau des discours, j'y reviendrai après, au niveau des discours et des logiques qui sont celles des chercheurs sur ce genre de questions. Donc, alors cette première hypothèse, elle se lie directement à ma deuxième remarque qui concerne donc le terme d'identité qui figure au sous-titre du numéro. Alors, si je peux me permettre un détour un peu trop personnel, sans doute, personnellement, je suis très frappé de constater combien, chez les étudiants dont je dirige les travaux à l'Université de Tokyo, que je croise de manière plus épisodique, je trouve ça également chez certains de mes collègues, qu'ils soient dans l'université ou alors qu'il s'agisse
de chercheurs anglo-saxons qui s'occupent de cinéma japonais, je suis assez frappé de constater chez eux la prégnance de cette idée d'identité. Alors, c'est souvent une identité qu'ils disent d'ailleurs nationale. L'idée d'identité nationale, je la trouve très très souvent comme si elle était assimilée par un certain pan du monde académique au niveau mondial, et ça devient presque un passage obligé, je le vois au niveau de certains étudiants, au moment de construire donc la structure d'un mémoire ou d'une thèse. Il va y avoir un moment cette question-là de l'identité nationale qui très très souvent va ressurgir, que l'on parle d'animé, que l'on parle de telle production, même de manière transnationale. Cette question de l'identité nationale semble très très prégnante aujourd'hui. Alors, si mes élucubrations précédentes ont un tant soit peu de pertinence qui est très loin d'être gagnée, est-ce qu'on ne se trouve pas tout de même un peu obligé, si on veut, si c'est une dynamique justement néolibérale et en ce sens transnationale, est-ce qu'on ne serait pas obligé, somme toute, pour bien comprendre ce qui se passe, les dynamiques à l'œuvre, de rétrograder l'importance de cette question de l'identité nationale, qui, me semble-t-il, fonctionne au moins autant, sinon plus, ces identités nationales comme autant de marchés très rentables, plutôt que comme la survivance contre la globalisation d'un patrimoine ou d'un passé culturel. Alors, ça, c'est le côté, donc, cela pour le côté polémique de cette remarque. En tout cas, à considérer, donc, en tant que chercheur, la diversité ou la pléthore des productions cinématographiques au Japon, chercher à y voir de manière massive, univoque, autant de manifestations d'un substrat culturel profond ou d'une spécificité, d'une identité, donc, me semble toujours un peu partiel et un peu partial. Donc, pour faire un nouveau détour personnel, j'avais essayé il y a quelques années, mais mon opinion à ce sujet n'a pas vraiment changé, je crois, de montrer que la ressource identitaire, question de l'identité nationale, on la trouve par exemple de manière incontestable chez certains cinéastes, pour ne parler que des cinéastes, mais elle est, je crois, une option, et uniquement une option qu'il est possible de choisir ou pas, pour des raisons esthétiques, politiques, théoriques, stratégiques, pourquoi pas, mais peut-être qu'elle ne rend pas compte, finalement, de la diversité des propositions de tous les créateurs ou cinéastes, dont la démarche peut procéder parfois, au contraire, alors non pas d'une redéfinition de leur propre identité, mais même de la mise en cause fondamentale du concept même d'identité. Peut-être, dans ces cas-là, c'est une question que je pose, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser un autre terme, comme celui de situation, peut-être, une situation locale? Est-ce que cela ne nous permet pas peut-être de mieux saisir certaines dynamiques? Alors, pour en finir sur ce point, je me permets juste de citer un texte de l'écrivain Murakami Ryu, paru en 97, donc dans la traduction d'Amira Zegrour, qui est donc travaille à l'Institut français de recherche sur le Japon. Et donc, Murakami, en 97, écrit, je cite, « Je me demande quel est cet isolationnisme optimiste ». C'est une notion, je crois, importante, cet isolationnisme optimiste vers lequel se dirige actuellement notre pays. Il est vrai qu'entre les avions et le progrès des communications, le monde devient de plus en plus petit. Toutes les villes étrangères se sont rapprochées, les prises d'otages qui ont lieu de l'autre côté de la planète sont retransmises en direct par satellite. On peut instantanément envoyer des mails à d'innombrables personnes sur la Terre entière. Nous pouvons lire les résultats du championnat d'Italie de football ou des matchs de basketball aux États-Unis dans le journal du lendemain, admirer les dernières modes de Milan et de Paris dans les magazines, regarder en un an plusieurs centaines de films étrangers, plusieurs milliers de romans ou de non-fiction sont traduits, plusieurs milliers de CD inondent les disquaires, des rencontres de sport, représentations de musique classique, de danse et de théâtre, d'avant-garde se tiennent sans relâche. On s'imagine que le Japon et les Japonais s'internationalisent, se sont internationalisés, que le monde devient de plus en plus proche, mais est-ce vraiment le cas? Suis-je le seul à ressentir un malaise face à un principe d'identité, dit-il entre guillemets, communautaire qu'exprime un recours plus fréquent encore qu'avant-guerre à ce qui serait typiquement japonais? Fin de cette longue citation.
Et évidemment, alors que cette analyse de Murakami soit pertinente ou pas, qu'elle reste d'ailleurs au niveau d'une simple impression très diffuse, ce qu'elle pointe, je crois en tout cas, c'est le caractère finalement optionnel de cette question identitaire. Est-ce qu'il vaut la peine peut-être d'avancer un autre terme? Je ne sais pas. Pour finir, une remarque plus courte et quelque chose comme un encouragement peut-être pour les chercheurs qui seraient là parmi nous et qui travaillent sur ces questions-là. Donc tu pointes, je me permets de te citer, Christian, donc dans ton introduction, combien les pôles de cette industrie de l'image sont éclatés plus que complémentaires et sont soucieux de préserver des entités culturelles locales et spécifiques. Mais je me demande aussi si ce souci de préserver des entités culturelles locales et spécifiques, il ne se trouve pas aussi du côté des récepteurs, des consommateurs, des spectateurs, voire des chercheurs, par exemple européens ou français, c'est-à-dire les cibles du soft power, finalement. Je suis frappé par la permanence de récits concernant le Japon notamment, mais aussi la Corée, Frédéric Monvoisin en bas, la permanence de récits liés aux âges d'or, aux nouvelles vagues, au mariage entre tradition et modernité, à la perte d'intérêt de telle ou telle cinématographie nationale. Et je me demande si cela ne trahit pas finalement une demande de notre part, un souci de notre part de préserver ces entités locales que l'on voudrait préserver ad vitam aeternam dans toutes leurs dimensions un petit peu exotiques et étrangères, finalement. Est-ce que ce souci de préservation-là, du local, est-ce qu'il ne se trouve pas aussi de l'autre côté, de ce côté-ci, là, des flux d'images? Donc, pour résumer, trois remarques, je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques, mais bon, en tout cas, est-ce qu'on aurait finalement intérêt, ou est-ce qu'on n'aurait pas finalement intérêt à briser le cadre national ou aréal pour avancer d'autres modes d'interprétation? Je crois que finalement, tu le pointais assez bien dans ton intervention. Comment perçois-tu, en tant qu'enseignant, que chercheur, sociologue, cette question qui me semble assez prégnante dans les années récentes, cette question de l'identité, comme concept finalement, comme outil conceptuel à même de comprendre ces dynamiques. Et enfin, est-ce que la réception n'influe-t-elle pas aussi de manière décisive sur la définition de ces flux globalisés?